très bonne masterclass à tous et on peut accueillir Patrick Bas. Bonjour à tous, je m'habitue un petit peu au micro. Donc je suis chercheur au CNRS dans un laboratoire qui est juste à côté, un laboratoire qui est dans le campus de Villeneuve-d'Ascq à Lille. Et je suis co-responsable avec mon collègue Teddy Furon de l'INRIA d'un PEPR. Alors un PEPR, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un programme de financement par projet autour de la cybersécurité. Il y en a 10 dans ce domaine de la cybersécurité et c'est le 10e qui a été financé. Il vient juste d'être financé et il va commencer au mois d'avril. Donc c'est tout nouveau. On va balayer le pan de la protection des contenus multimédia. Et une des spécificités de ce PEPR, c'est qu'on a aussi voulu parler de sécurité de l'intelligence artificielle. Donc je vais motiver tout ça dans des slides qui vont suivre, mais on va parler de protection d'images, de sons, de vidéos, mais aussi des outils qui permettent de les traiter, ces contenus. Donc, compromis, c'est pour contenu multimédia protégé par machine intelligente. On peut voir ça comme de la sécurité multimédia 2.0 parce qu'on va avoir la composante intelligence artificielle qui va être là. C'est un projet qui est holistique dans le sens où on va s'attaquer à la fois à la confidentialité, à l'intégrité, je vais revenir après, mais aussi à l'identification. Et puis, voilà, je vous l'ai déjà dit, tout ce qui est marqué là. Donc, sécurité de l'IA et IA en sécurité multimédia. Ça commence très bientôt, ça dure 5 ans et demi, il y a 7 partenaires que je vais présenter par la suite. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on va, normalement, si vous êtes spécialiste en sécurité des systèmes de l'information, le sigle qui prévaut, c'est CIA pour Confidentiality, Integrity et Availability. Le A ici se transforme en I pour identification. Et vous allez voir pourquoi, parce qu'ici on parle de sécurité de l'information et donc on a cette nécessité de pouvoir identifier typiquement les contenus multimédia. Donc je vais développer en fait ces 3 thèmes et puis après je vous expliquerai un petit peu comment on va fonctionner dans les années à venir. Le premier pan, c'est la confidentialité. Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire la confidentialité pour des contenus multimédia? Bon, on va parler de chiffrement, mais le chiffrement, c'est déjà... Et on a plein de collègues en France qui sont très très forts en crypto. Ce n'est pas vraiment ce qu'on va regarder dans ce projet-là. On va parler de chiffre. On va regarder des axes de recherche autour du chiffrement sélectif. Donc là, vous avez des exemples de chiffrement sélectif où on va, par exemple, donc ça ressemble au décodeur de Canal+ des années 80. Où on va partiellement donc brouiller l'image pour pouvoir brouiller le contenu sémantique et le rendre confidentiel. Il y a un autre domaine qui est un domaine que vous connaissez peut-être pas, sauf si vraiment c'est une spécificité de la cyber, qui est la stéganographie. Là, on cherche à insérer une information qui est indétectable. La stéganographie, c'est utilisé par des groupes terroristes pour pouvoir transmettre de l'information à d'autres personnes sans être vu, par d'autres groupes malveillants. Ça peut être aussi utilisé par des agences de renseignement lorsqu'ils sont sur le terrain pour les raisons qu'on connaît. On a d'autres pans aussi comme le traitement des contenus dans le domaine chiffré et puis la protection des données personnelles et notamment des données d'entraînement. Donc là, vous voyez tout de suite le lien avec l'IA. On ne va pas forcément juste vouloir protéger les contenus qui sont diffusés, mais possiblement aussi les contenus qui sont utilisés pour entraîner des machines. L'intégrité, j'avais prévu uniquement un slide, en fait j'en ai fait 2 pour rebondir un petit peu sur les préoccupations qu'on a actuellement. En termes d'enjeux, on va parler de détection de contenu généré, de détection de contenu manipulé. En biométrie, on appelle ça le spoofing, hein, l'usurpation d'identification. Et puis, lorsqu'on cherche à détecter la présence d'un message caché, on a aussi un problème d'intégrité au sens où l'image n'est plus intègre, elle contient un message. Donc ça, c'est la stéganalyse. Et puis, on a aussi sur les machines, sur les classifieurs, des problèmes qui peuvent être liés à l'intégrité, donc des backdoors ou des problèmes de robustesse. Je vous montre 3 exemples, peut-être que vos yeux sont déjà pris par ces 3 exemples. Les images cachées, hein.
maintenant le contenu sémantique pour pouvoir voir si une image a été, pardon, les images générées. Le contenu sémantique sert plus à grand chose. Hein. Les générateurs sont d'excellente qualité. Et cette image-là qu'on a ici, en fait, elle a peut-être un seul défaut, c'est qu'elle est trop belle. Et effectivement, les détecteurs à l'état de l'art actuellement vont essayer de chercher un biais de ce type-là, un biais plutôt esthétique que vraiment sémantique, pour pouvoir essayer de détecter un contenu généré. On peut avoir des manipulations bien plus simples. Hein. L'actualité en a illustré le concept il y a 2 semaines. Avec simplement de Photoshop. Et ben là, il faut aussi pouvoir détecter en fait les manipulations. Et puis le dernier exemple, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être, c'est le problème qu'on a sur l'intégrité des classifieurs, où il y a ce qu'on appelle des images adverses, où on va rajouter un bruit qui est complètement imperceptible et qui va tromper le classifieur. Donc c'est ce qu'on appelle des contenus adverses, et il faut aussi protéger l'apprentissage machine de ce genre d'attaque-là. Parce que là, en fait, on va avoir ici, dans l'exemple qui est donné, en fait, vous avez cette image-là qui ressemble à un panda et qui est classée comme étant un singe, un gibbon, avec beaucoup plus de précision que le... Pourquoi? Parce qu'on est sur une attaque qu'on appelle boîte blanche, et en fait, une fois qu'il suffit de faire une descente de gradient en connaissant le classifieur pour pouvoir le tromper, sans que ça se voit. Donc ça, c'est aussi le genre de problème qu'on a en intégrité. Comment ça marche? Je donne un petit point technique. Donc, y a 2 grandes classes qui permettent de faire du contrôle d'intégrité. Il y a ce qu'on appelle les méthodes de forensique actives. Active, ça veut dire qu'on s'autorise à modifier le contenu. Et là, je vous donne 2 exemples. Celui du milieu qui est politique, c'est l'administration Biden qui, cet été, l'été dernier, en fait, a dit que tous les générateurs de l'industrie, donc proposés par les GAFA, devait contenir un signal qui permette de contrôler l'intégrité, un watermark. Et puis de manière beaucoup plus pratique, nous on a montré à peu près à la même époque que déjà des fabricants de logiciels comme Adobe, ceux qui font Lightroom et Photoshop, en fait, insèrent depuis déjà très longtemps, depuis 2009 en fait, un watermark. On ne sait pas trop à quoi ils l'utilisent, mais on peut penser que ça peut être, en tout cas, ça peut être utilisé pour faire du contrôle d'intégrité. Toutes les images qui sortent de Lightroom, en fait, contiennent un pattern qui est très facilement identifiable pour ceux qui le connaissent et qui permettent de montrer qu'une image a été modifiée ou pas. Et là, on est sur des méthodes actives, encore une fois, qui relèvent de l'industrie. Et puis, il y a les méthodes passives. Et ça, c'est ce qu'on cherche à faire lorsqu'il y a énormément de challenges scientifiques en ce moment autour de la détection de deepfake. Les générateurs existent déjà. Et là, en fait, on est face à un problème académique majeur. Alors, à ma connaissance, il n'y a encore pas de bonne solution et je ne sais pas s'il y en aura un jour. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des générateurs qui évoluent de mois en mois. On va avoir une nouvelle version de générateur qui va arriver par telle entreprise chaque mois quasiment. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous prenez une photo rien que sur le scope des images naturelles, il y a une diversité qui est énorme. Si vous prenez une photo avec votre smartphone, statistiquement, elle n'aura pas du tout les mêmes propriétés qu'une photo qui est prise avec un autre smartphone. Parce que même si c'est la même scène sémantique, hein, même si c'est la même photo. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des traitements qui seront, sauf si c'est le même appareil, si c'est le même modèle, je veux dire, vous allez avoir des propriétés statistiques qui seront vraiment différentes. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut mettre en place des systèmes d'apprentissage, mais ces systèmes d'apprentissage, il faut qu'ils aient vu cette hétérogénéité. Et ça, c'est un problème en soi. Il y a vraiment une grosse diversité. L'exemple que j'essaye d'illustrer ici, c'est simplement des matrices de covariance qui sortent de 3 smartphones différents. Donc on est sur un bloc 8-8, c'est les blocs qu'on utilise lors de la compression JPEG. Et ici, on a une matrice de covariance et vous voyez que les 3 sont complètement différentes parce qu'elles sortent d'un modèle d'appareil photo qui est différent, alors qu'on a pris exactement la même photo. Donc ça, il va falloir faire avec, et ça ne va pas être ça. J'en ai fini pour l'intégrité. Je passe à l'identification. Alors, c'est lié. L'identification, bien sûr, de personnes. Là, c'est le problème de la biométrie. On a des gens dans ce PEPR qui vont regarder ça. Et puis, comme je l'évoquais tout à l'heure, l'identification des contenus. Cette fois-ci, pour répondre, par exemple, à des problèmes de droit d'auteur. Donc, c'est ce qu'on appelle le watermarking.
On va vouloir le faire sur des contenus, mais aussi, pourquoi pas, sur des données d'entraînement. L'exemple que je donne ici en bas, c'est un exemple qui a été proposé par Facebook en 2020, où en fait, on va rendre des images radioactives, c'est le nom qu'ils donnent, pour pouvoir prouver que telle machine a utilisé ces images-là lors de l'apprentissage. Et la façon dont on prouve ça, c'est que en fait, le fait d'apprendre avec ces images-là va biaiser en fait la réponse du classifieur qui les aura utilisées. C'est pour ça qu'ici, vous avez une courbe avec deux gaussiennes. En fait, la gaussienne orange, c'est la gaussienne, c'est la sortie du classifieur qu'on va avoir si on utilise ce type d'image. Donc ça leur permet, a posteriori, de prouver que certaines images ont été utilisées dans la base d'entraînement. Et puis, pour ceux qui connaissent un petit peu le watermarking, sur les images, avant, on utilisait la transformée DCT en JPEG, par exemple. Maintenant, on travaille dans l'espace latent de l'auto-encodeur qui est utilisé. C'est des méthodologies qui sont relativement similaires à celles qui existaient il y a 20 ans, mais par contre, on a plus facilement de la robustesse parce que, par exemple, grâce à l'augmentation de données, c'est facile de pouvoir retrouver le message inséré, même si on fait une rotation, même si on fait une translation, même si on fait une compression JPEG. C'est la machine qui apprend par elle-même grâce à une augmentation de données. Donc, il y a plein de possibilités offertes par l'IA et celle-ci en fait partie. Le dernier point, donc, c'est effectivement l'identification en IA, c'est la protection des réseaux, j'entends réseaux de neurones qui ont été appris, et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, les bases d'apprentissage. Alors, voilà pour la motivation. Il y a 7 partenaires dans le projet, je pense que j'en parle juste là. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans ce projet-là, qui est quand même conséquent, on a un financement qui est conséquent, il y aura plus d'une vingtaine de sujets de thèse. Et ces sujets de thèse, en fait, donc ça va commencer en septembre 2024 de cette année, vont venir balayer ces différents pans. Donc ici, vous voyez la complémentarité du consortium. Le laboratoire Crystal, c'est le laboratoire dont je fais partie. Nous, on est plutôt fort en analyse forensique, aussi sur les parties tatouage, chiffrement sélectif et stéganographie. Vous avez un autre laboratoire qui est rattaché au CNRS qui s'appelle le LIRM, qui lui également en fait, va travailler sur l'analyse forensique et le chiffrement sélectif. Le partenaire Eurecom, sa spécificité, c'est que lui, il travaille sur les données audio. Et il est déjà très compétent pour la biométrie, la détection de spoofing et l'analyse forensique. On a le partenaire Unican qui est, comme son nom l'indique, à Caen, qui eux aussi travaillent sur l'analyse forensique et la biométrie, mais cette fois-ci sur les images. Et puis on a des partenaires qui sont sur la droite. Le partenaire Link Media INRIA, c'est mon collègue Teddy Furon qui est à cheval entre la protection des données multimédia, mais aussi la protection de l'IA. Et puis vous voyez le CEA qui, lui, est beaucoup plus orienté sur la protection de l'IA. Et la même chose pour Paris-Dauphine, qui ont une grande expérience dans ce domaine-là. Donc on a misé sur la complémentarité. C'est pour ça que les derniers partenaires, là, la dernière ligne apparaît sur l'IA sûr. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va cross-fertiliser un peu tout ça en encadrant des thèses ensemble, de manière conjointe. C'est toutes les flèches que vous voyez entre les différents partenaires. Et puis, on va aussi essaimer en ayant des collaborations avec d'autres laboratoires qui ne font pas partie des 7 partenaires du consortium. Voilà, ça c'est plus de l'organisation de projet. Peut-être que ça vous intéressera moins, c'est un peu moins technique et plus organisationnel. Tout simplement, alors qu'est-ce qu'on peut retenir? On a 3 lots, en dehors du lot organisation, il y a 3 lots qui sont liés à la confidentialité, l'intégrité et l'identification. Et puis très important, un lot sur la dissémination. La dissémination auprès des doctorants qui vont venir. Des agences de sécurité aussi, je vais en parler après. On a un comité de suivi qui sera composé d'agences de sécurité directement intéressées par toutes ces recherches. Et aussi l'organisation d'écoles d'été. C'est repris un petit peu ici. Le pilotage, l'organisation, le comité de suivi, l'ANSSI est partante. J'ai mis des points d'interrogation mais qui sont un petit peu datés. Le ministère des Armées sera aussi
partie prenante dans ce comité de suivi. La CNIL, ça reste en discussion. Et la police judiciaire aussi, la DGA, normalement, c'est sûr. Et puis, c'est ouvert aussi. Alors, notre objectif, c'est essentiellement de pouvoir discuter avec les agences de sécurité pour pouvoir faire du transfert de connaissances. Mais après, on est aussi ouvert à potentiellement intégrer des entreprises. On va avoir des journées qui vont être là pour restituer les avancées du PEPR, les avancées scientifiques, j'entends. Ça va être lié, adossé aux différents GDR du CNRS, le GDR sur le signal qui s'appelle maintenant IASIS. J'ai marqué ISIS, mais il y a aussi maintenant la composante intelligence artificielle. Et puis le GDR sécurité informatique. On va organiser un challenge, on va organiser des rencontres avec les industriels. Et puis il y a une école d'été qu'on voudra organiser pour les doctorants. Voilà, donc je résume le projet pour finir. Et puis après, bien sûr, vous pourrez me poser des questions. C'est un projet, donc, comme vous le voyez, avec pas mal de financement, essentiellement pour des doctorants, mais aussi des postdocs et des ingénieurs. On cherche à aller sur les différents volets de la sécurité de l'information. Notre objectif, bien sûr, c'est de faire de la recherche de très grande qualité, mais aussi de l'animation scientifique. On va avoir aussi une plateforme et on va avoir des discussions privilégiées avec les agences de sécurité qui ont été citées. Voilà, donc si vous avez des questions, je peux bien sûr y répondre. Voilà. Je suis ouvert à vos questions. Et moi, je peux venir avec le micro directement à la vitesse de la lumière. Est-ce que vous avez des questions? C'est maintenant, hein, souvent les premières sont toujours les plus compliquées. Ou alors, Patrick, vous avez été d'une clarté absolue. Clair comme de l'eau de roche. Si vous avez des questions, c'est le moment. Il nous reste un peu de temps, au moins 5 minutes. Vous savez qu'on dit que parfois le trésor se trouve dans la question et non dans la réponse. Bon, je fais ce que je peux pour vous donner envie, mais bon, je ne vais pas vous obliger. Non, sinon, Patrick, où est-ce qu'on peut vous retrouver si on a des questions? C'est très facile de me joindre. Donc, je travaille au CNRS. Mon nom, c'est patrick.ba. Donc, il suffit de rajouter .cnrs.fr et vous pourrez me contacter comme ça. Très bien. N'hésitez pas. Merci beaucoup, Patrick Ba, pour cette masterclass.